Amen. Ah, j'aime bien chanter, mais le problème, c'est la voix. Bonjour, bonsoir à tout le monde, les amis d'Anglo-Congo. Nous sommes très contents parce que vous êtes déjà nombreux. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars, ou bien 3/3/2020. Nous voulons faire notre analyse sur l'actualité politique en RDC. Me permettez, il fait chaud ici, il fait très chaud même, que je prenne un peu d'eau, le temps qu'on mette aussi les clims, voilà, pour que l'on démarre bien. Merci beaucoup. All right. Alors, Desmond Kanstutu, mon frère, bonjour. Maître David Bellard, bonjour. Lord Demonda, bonjour. GNFB Bondekwe, bonjour. Fiona, bonjour. Kunjwani, tout ce que tu veux. Hi. Bonjour, bonjour à Donna Moussossoa, bonjour Liki Kabuji, de Mérine Kaka, Trésor Katembe, bonjour. Robert Luanga, Daniel Dakazuka, Pierre Kamunimoko, bonjour. Denis Mangani Mawakani, bonjour. Henri Mouteba, bonjour. Gabriel Mayani, nous sommes déjà là pour suivre vos analyses combien pertinentes. Ah, merci, ça m'encourage. Parfois aussi, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas, mais ça m'encourage. Il y a des moments quand je fais le self-assessment, donc l'évaluation personnelle de ce que je dis, est-ce que ce que je dis ici, ça a un sens? Est-ce que ça, c'est pertinent? Et voilà, donc on arrive toujours à s'auto-évaluer et surtout à apprendre.
Je suis très content, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent inbox, d'autres, on a parlé avec certains au niveau de WhatsApp. Votre contribution nous permet de faire des bonnes analyses. Voilà, donc c'est toujours important quand vous avez une information ou bien une autre façon de voir les choses, hein, de contribuer. Et ça peut toujours éclaircir bien des choses. Voilà. Alors, Mimi Diamani, bonjour. Philippe de Concessao, bonjour. Makengo Kinsala, good morning. Morning. Frankie Kaninda, bonjour. Salomon Hebdo, good morning. Good morning. Ceux qui disent good morning, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Ah, vous devez être en Europe ou bien en Afrique. Ceux de l'Amérique du Nord, il fait tard maintenant pour eux. Je pense, il fait très tard même. Donc, certainement, l'audience d'aujourd'hui est beaucoup plus celle des gens qui sont en Afrique, en Europe et dans une partie de l'Asie. Et donc, voilà, j'imagine. Oscar Moukadimbala, bonjour à toi aussi. Voilà. Alors, le système, c'est des questions et nous allons répondre. Mais vous pouvez déjà anticiper avant que nous puissions vraiment commencer à parler de l'actualité. Vous pouvez poser déjà des questions, vous n'êtes pas obligé d'attendre parce que dès que je termine, s'il y a un temps mort, alors ça ralentit les choses, ça rend un peu ennuyant et c'est mieux de commencer avec des questions que vous avez. Et comme ça, dès que nous terminons la petite analyse ensemble, nous pouvons répondre aux questions ou bien aussi dire un mot sur les opinions qui seront émises sur un sujet ou un autre. Il y a des réflexions aussi, sont les bienvenues. Ah, Lydie, Trésor Nzengu, et puis Lydie Bizoboy. Bonjour à vous, vous êtes les derniers à nous rejoindre. Shalom Edo, c'est depuis United Kingdom. Oh, wow. Attention avec coronavirus, ça peut passer, mais ça ne vous atteindra pas. Telle est ma prière. Hein? C'est partout, sauf en Afrique. Ça n'entre pas comme on pouvait s'y attendre, parce qu'il y a comme une sorte de miraille. Nous disons, alléluia, gloire à Dieu, mais attention, observons les règles. Pour ne pas aussi connaître ce que les autres sont en train de connaître. Alors, l'actualité, elle est faite de quoi? Aujourd'hui, nous pouvons tous nous mettre d'accord que tout tourne autour du voyage du chef de l'État aux États-Unis. Très vite, ce voyage a volé la vedette à la mort de Delphin Kayimbi, mais je crois que c'est un sujet qui va refaire surface au retour du chef de l'État au Congo. Les gens vont continuer à chercher à savoir pourquoi il est mort, tout ça, spéculer à gauche et à droite. Il y a maintenant une certaine presse qui dit que non, voilà, les chefs de l'État auraient dû au Conseil des ministres, qu'il y a eu des signes d'étranglement et que le famille général avait mis sous écoute, il espionnait plutôt sur Vital Kamere et de ses collaborateurs. Donc, plus les jours passent, plus nous aurons beaucoup de commentaires, des révélations, des vrais et des fausses autour de la disparition de ces générales qui, de la vue de plusieurs gens, auraient souhaité qu'ils soient en vie, qu'ils soient entendus, qu'ils disent tout en fait parce qu'il a été entendu, qu'ils disent tout de ce qu'il connaît de ces régimes par rapport à ses fonctions, des tueries de Béni, hein, des groupes armés, parce que c'est un homme qui a entretenu beaucoup de relations avec les groupes armés, il faut le dire. Donc voilà, mais écoutez, le gars est parti, il faut faire avec, la vie continue, et il n'est pas le seul qui connaît la vérité sur un certain nombre de choses. Bonjour Bart, merci beaucoup. Un certain nombre de choses sur ces régimes, voilà. Et d'autant plus que, vous savez, déjà nous sommes dans l'émission. Ah, bonjour Patrick Olito, bonjour, ça fait longtemps. Alors, vous savez que l'une des grandes faiblesses de ces régimes, c'est quoi? Il y a eu beaucoup de départs,
hein, de gens qui étaient dans les systèmes, qui sont partis. Et chaque personne qui s'en va, pour une raison ou une autre, part avec une vérité, hein, de ces groupes, des kabbalistes, de cette nébuleuse qui était venue comme AFDEL, qui finalement est devenue CPP, qui est devenu par après PPRD, AMP, aujourd'hui FCC. Et donc, c'est ces mouvements-là, hein, qui étaient partis de montagnes de l'Est de la République avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda et de certains pays limitrophes, qui sera rejoint plus tard par l'Angola. Donc, nous sommes en train de vivre la fin de ces systèmes. Alors, je disais que les systèmes s'affaiblissaient dès l'intérieur déjà, parce que toute organisation humaine, si vous ne faites pas attention, va connaître une sorte de sclérose, va connaître une sorte de pourrissement de soi, et puis chaque organisation crée des mécontents. Vous savez, ça a commencé au ciel où tout était parfait, et puis un jour, le diable a dit, bon, écoutez, bon, moi je vais prendre le pouvoir. Il est parvenu à convaincre un certain nombre d'anges pour qu'ils se rebellent contre Dieu, et finalement, ils ont été chassés. Donc, moi j'ai toujours dit, nous vivons dans cet environnement-là, de la lutte du pouvoir, et même dans nos familles, ça peut prendre une forme ou une autre, mais c'est ça la vie, c'est la lutte du pouvoir. Hein? C'est permanent, qu'on le veuille ou pas. Alors, voilà que ce mouvement est en train de s'affaiblir. En disant cela ne veut pas dire qu'il perd sa cruauté ou sa brutalité, non, mais il est en train de s'affaiblir pour des gens qui comprennent, qui font une lecture objective. Vous allez comprendre que c'est un mouvement qui est en plein déclin. Mais il n'a pas encore totalement disparu. Alors, le président de la République est allé aux États-Unis. À la veille de son départ, il y a eu la mort de ce général. Il y avait des gens qui pensaient qu'il n'allait pas se rendre aux États-Unis, où il devrait répondre à l'invitation de IPAC et puis rencontrer les responsables des FMI et la Chambre des commerces, finalement rencontrer M. Pompeo, qui est le secrétaire général, qu'est-ce que je dis, le secrétaire d'État, hein, donc disons le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et finalement rentrer au pays. Mais le chef s'y rendit. Seulement, nous avons constaté qu'il y a un changement dans son séjour. Il devrait en principe rencontrer le secrétaire d'État le mercredi, c'est demain, mais finalement, ça sera fait aujourd'hui, je crois, oui, aujourd'hui. Donc, il va rencontrer le secrétaire d'État américain. Et après cette rencontre, d'après nos sources, il va rentrer au pays où il fait rentrer de toute urgence pour traiter certains dossiers parce que le temps est très délicat et sa présence compte beaucoup. Et qu'en est-il? Les discours du chef de l'État à l'AIPAC, écoutez, c'était magistral. Et puis, c'était un discours bien outillé en versets bibliques. Il a montré tout son amour pour l'Israël. Et nous étant un pays à grande majorité chrétienne, donc nous avons déjà un penchant pour l'Israël. Et le chef de l'État n'a fait qu'aller dans ce sens-là, mais aussi il a parlé de manière personnelle. Il y a un passage où il a dit « Le parcours de ma vie a fait de moi un ami et un défenseur d'Israël ». En fait, ça, il faisait allusion, je pense, à son enfance. Je vous ai dit que le président Félix Tshisekedi, dans son enfance, il a été
quasi adopté par un couple juif. Cette histoire est connue des membres de famille et nous avons eu, nous, dans le temps, l'occasion comme on dit, de recouper cela. Hein, et puis nous avons même découvert les noms de ces couples dont l'un était diplomate, l'autre était professeur à l'université. Et à l'époque, Etienne Tshisekedi, paix à son âme, était le numéro 1 de l'École nationale d'administration. Et ces gens ont joué quand même un rôle dans la vie politique d'Etienne Tshisekedi. Et aussi qu'il lui avait dit que non, alors qu'il n'était pas chaud que les enfants aussi entrent dans la politique. Ils ont dit non, la politique, en Israël, comme aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, c'est aussi une affaire des familles. Donc, et cela est vrai. Donc, parfois nous disons, ah non, écoutez, non, mais jusqu'aujourd'hui, il y a une étude récente qui a montré que les gens qui viennent des familles où ils ont des parents qui ont fait la politique ont plus de chances d'émerger sur le plan politique et de réussir. Donc, d'avoir une carrière politique digne de ce nom. Ça n'a pas encore disparu, même en France. Vous conviendrez avec moi que il y a encore des familles biologiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle des cercles. Des cercles. Il y a des groupes, il y a des promotions des gens qui ont fait, par exemple, l'École nationale d'administration en France. Il y a des confréries mystiques, mais il y a aussi des confessions religieuses. Aux États-Unis, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le fellowship, hein, donc qui organise ce qu'on appelle le breakfast prayer, donc le déjeuner de prière. C'est une organisation très puissante aussi, très, très puissante aux États-Unis. Donc, ce sont des chrétiens qui se rencontrent là-bas. Pour la petite histoire, bon, tous ceux qui vont ne sont pas forcément chrétiens, hein, il faut dire les choses clairement, mais le noyau est composé de chrétiens. C'est une organisation qui est vue par certains, surtout ces détracteurs, comme une sorte aussi de nébuleuse, mais parce que, bon, ils n'agissent pas toujours de manière ouverte, mais très efficace. Et l'un de ces grands dirigeants, d'ailleurs, a trouvé la mort il n'y a pas longtemps. C'est là, quand Kabila a pris le pouvoir, son premier voyage aux États-Unis, il s'était rendu à ce déjeuner de prière. Et c'est là où il avait aussi, Kagame y était aussi invité. Après cela, il avait rencontré M. Maurice Tempelsman. Il avait rencontré, d'ailleurs, ils étaient ensemble avec M. Gatt, hein, Gatt qui était un des patrons de Télécel, vous le connaissez. M. Gatt, c'était un ancien pilote de chasse. En fait, bref, c'était un homme des réseaux, comme on dit, pour les États-Unis. Il était là au Congo depuis les années de l'indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait la RDC très bien. Et Kabila, quand il s'était rendu là-bas, il les avait rencontrés. Donc, vous voyez que en dehors des structures officielles, vous avez certaines organisations qui, je n'ai pas un autre mot, j'allais dire qui dictent, mais qui influencent les officiels par rapport à certaines politiques, notamment à l'intérieur des États-Unis et voire même dans la politique étrangère des États-Unis. Donc, dans tous les pays du monde, vous avez des organisations pareilles. C'est comme ça, je vous recommande, j'ai oublié, non, il y a un livre écrit par, je crois, Pascal Buchon qui dit les nouveaux pouvoirs, hein, les pouvoirs du temps moderne, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est plus détenu par l'État. Vous avez des ONG, vous avez des églises, des confréries. Quand vous allez au Sénégal, il y a une confrérie très, très puissante. Pour accéder au pouvoir, quelque part, vous devez avoir leur soutien. Donc, c'est des choses qui n'arrivent pas par hasard. Hein? C'est des choses qui n'arrivent pas par hasard. Il y a des groupes où vous allez... par exemple, le pays où je suis, un des premiers ministres, pour devenir premier ministre, il y a les groupes qui se réunissent souvent en Hollande. J'ai oublié, je crois, le Bitterberg. Vous avez aussi ce qu'on appelle les Rothschild. Donc, il y a toujours des organisations très influentes qui, à un moment donné, jouent un rôle déterminant pour que des gens
accèdent au pouvoir ou qui les conservent. Voilà. Alors, AIPAC, nous avons parlé de ça avant que les chefs de l'État ne parlent là-bas. Nous avons dit qu'est-ce qu'est AIPAC. AIPAC est jusqu'aujourd'hui, en tout cas, l'organisation juive, ou bien les lobbies juifs le plus influent, qui influence la politique étrangère des États-Unis par rapport à Israël et par rapport au Moyen-Orient. Par rapport au Moyen-Orient. Mais il faut faire attention. J'ai parlé il y a des années à un Syrien. Je lui disais, écoutez, les États-Unis, les Juifs sont très forts parce qu'ils sont soutenus par les États-Unis. Il m'avait dit, un Syrien, un Arabe, il s'est mis à rire, il m'a dit, écoute, le contraire peut être vrai. Il m'a dit, les États-Unis sont forts à cause des Juifs. Ah, j'étais très étonné. Donc, je vous recommande, j'avais promis de mettre sur ma page un documentaire sur les lobbies des AIPAC. Hein, à un moment donné, vous savez, Barack Obama était en déphasage avec Netanyahou, qui vient d'ailleurs d'être réélu. Donc, la nomination de l'ambassadeur du Congo en Israël ne va plus tarder, d'autant plus que les chefs de l'État avaient déjà eu M. Netanyahou au téléphone une fois. Alors, je disais qu'il faut voir comment AIPAC avait influencé les congrès à l'époque de Barack Obama, qui était en déphasage avec l'État hébreu sur la question de l'enrichissement nucléaire, le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Donc, Netanyahou a pratiquement tenu tête contre Barack Obama et John Kerry. C'était quoi? C'était AIPAC qui était derrière, parce que AIPAC avait les contrôles de la majorité des sénateurs et des sénateurs et de ce qu'on appelle les députés, donc les représentants, donc comme on dit les représentants aux États-Unis. Donc voilà. Et des démocrates et des républicains, tous. Et c'est comme ça ce qui avait permis à Netanyahou de venir faire un discours au niveau du Congrès aux États-Unis, un discours où il défiait pratiquement la politique de Barack Obama avec l'Iran. C'est parce qu'AIPAC avait fait un grand travail. Et quand vous suivez ces documentaires, je vous les promets après cette émission, je vais mettre ça, vous allez voir par exemple de grands médias tels que CNN. Je prends l'exemple de CNN parce que c'est beaucoup plus proche démocrate. Fox News, c'est contrôlé par des gens proches des AIPAC. Et comment ils expliquent là-dedans, même si vous passez souvent dans ces médias et vous avez un point de vue, ou bien vous êtes très critique vis-à-vis des États-Unis, on va chercher à savoir quel lien vous avez avec un journaliste de la maison ou un responsable de ces médias. Un peu ce qu'a fait BBC pour notre compatriote du journaliste congolais. C'est ça la réalité du monde. Donc, qu'on ne vous trompe pas, la neutralité n'existe pas parce que même Vatican n'est pas neutre. Ce n'est pas que je manque du respect à l'Église catholique. Non, même Vatican n'est pas neutre. Voilà. Donc, AIPAC, c'est un instrument puissant de la politique étrangère des États-Unis, un instrument puissant pour la sécurité d'Israël, très puissant même, et c'est une grande organisation avec des tentacules partout. Donc, les rapprochements entre le président de la République et AIPAC, espérons, c'est pas mauvais d'appartenir à tel groupe ou autre, mais l'essentiel que cela puisse générer des bénéfices pour la RDC. Et beaucoup des domaines que nous avons mentionnés dans notre analyse avant le discours du chef de l'État, le chef de l'État a fait mention de cela, tel que l'agriculture. L'agriculture, vous prenez aussi la sécurité. Vous savez tous, la réputation de Mossad n'est plus à démontrer en ce qui concerne leur efficacité dans les renseignements, dans l'anticipation, dans le déjouement des conflits,
hein, l'armée d'Israël. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent bénéficier des secteurs dans lesquels il doit y avoir la collaboration, le chef de l'État l'a dit, et qui finiront par bénéficier à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je vais dire? Mais je connais un peu, je connaissais un peu le point de vue du chef de l'État, de manière personnelle, quoi, sur les Juifs. Je crois que sa foi chrétienne aussi il joue quelque chose, il a dit, parce qu'il a souligné aussi, il a parlé des évangéliques. C'est un autre groupe très, très, très influent aux États-Unis, ce qu'on appelle les évangélicaux. Hein, donc, c'est un groupe qui influence beaucoup la politique des États-Unis par rapport à Israël et même au sein des États-Unis, sur un certain nombre de sujets, par exemple, l'avortement, hein. Donc, il y a un peu tout ça. Et vous savez, George Bush, il s'est proclamé évangélico. Je l'avais dit, les rapprochements entre le président de la République et l'archbishop William Duncan, qui a des rapports très proches avec Donald Trump. Je l'avais dit que c'était un point important pour le chef de l'État qu'il pouvait utiliser dans sa diplomatie. William Duncan, c'est le Ghanéen qui avait prié pour le chef de l'État, qui l'avait oint, tout ça. C'était un homme, non seulement c'était un homme de Dieu, mais c'est un homme qui a des entrées sûres au niveau de la Maison Blanche. Voilà. Donc tout ça prouve que bon, le chef de l'État appartient, hein, il a dit ouvertement, je suis évangélico, c'est ça ma foi, et par rapport à sa foi, il croit à la destinée prophétique d'Israël, qui est prouvée en partie par tout ce que l'Israël a connu. Bon, voilà. Et c'est quelque chose aussi qui plaît aux Congolais dans leur majorité, je dis pas tous, parce que nous avons des musulmans, nous avons déjà d'autres confessions religieuses qui n'ont pas une telle considération par rapport à Israël. Est-ce qu'il y a autre chose sur ça? Je dirais non. Peut-être que vos questions vont nous permettre de creuser si on a oublié quelque chose. Alors, son discours était magistral, je l'ai dit, applaudi du début jusqu'à la fin. Il y a seulement un problème. Les gens disent que la position officielle de l'Union africaine par rapport à la capitale de l'État hébreu qui est devenue Jérusalem, il y a aussi le fait que le plan de paix proposé par Donald Trump pour la paix entre Israël et la Palestine, l'Union africaine avait rejeté ce plan de paix. L'autorité morale de l'OLP avait aussi rejeté ce plan. Un certain nombre de pays arabes et musulmans avaient rejeté ce plan, mais pas tous. Pas tous. Il y en a qui se sont tus. Vous avez par exemple l'Arabie Saoudite, vous avez les Qatar, hein, qui se sont tus parce que ces pays sont contre l'Iran, voilà, qui est en train qui essaie toujours de récupérer un peu la lutte du peuple palestinien pour s'en servir dans l'expansion de son influence dans cette sous-région-là. Voilà. Alors, est-ce que cela va créer un problème? Écoutez, il y a la position d'une organisation continentale et il y a aussi la position d'un État. Il peut arriver que les intérêts d'un État ne cadrent pas forcément avec les intérêts d'une organisation continentale. Et surtout, si le mode de décision était le vôtre au niveau de l'organisation continentale, eh bien, au nom de ces principes-là, l'État va se courber, mais l'État, en tant qu'entité à part et souveraine, peut avoir une approche tout à fait différente de l'organisation à laquelle elle appartient. Il reviendra donc au chef de l'État et à sa ministre des Affaires étrangères
d'expliquer la position du Congo pour l'instant vis-à-vis du plan proposé par M. Donald Trump, le plan qui consiste à mettre fin au conflit entre l'Israël et la Palestine. Voilà. L'actualité, c'est aussi la mort de Delphin, comme j'ai dit. Bon, qu'on ne le veuille pas, ça va reprendre la place. C'est le général qui est mort. Maintenant, on a quelques éléments. Mais pourquoi? Pourquoi serait-il mort? Comme on l'a dit, je l'ai dit l'autre fois, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les raisons, mais il me semble que les circonstances et les contextes dans lesquels il est mort peuvent nous amener à dire que sa mort profite à un camp ou à un autre. Et on peut aussi dire, sa mort constitue, se poser la question, sa mort est une perte pour qui? Au même moment, on dit ça profite à qui? On doit aussi se poser la question, c'est une perte pour qui? Voilà. L'actualité aussi, c'est la déclaration de l'Église catholique qui fustige, disent les évêques, cet accord qu'ils appellent une sorte d'accord occulte entre, donc ils parlent de la coalition FCC Cash. Alors, en lisant la déclaration des évêques, on comprend clairement, quand on regarde, on lit ligne par ligne, on voit qu'elle n'est pas différente, en tout cas, il n'y a pas de grande différence entre ce que les évêques ont dit et ce que le pasteur Mukuna, qui semble être un peu un homme, j'allais dire, autour de qui il y a des controverses, sa manière de parler un peu folklorique, mais les fonds, quand on regarde les fonds, c'est pratiquement la même chose. Alors, j'étais en train de raisonner avec un ami, je dis, qu'est-ce que les évêques sont en train d'attaquer ici? Tout comme Mukuna, on veut l'écroulement de la coalition. Mais si cette coalition s'écroule, qui perdra et qui va gagner? C'est la question fondamentale parce que on ne va pas chercher à ce que cette coalition s'écroule ou s'éclate sans connaître quel est l'intérêt, qui va bénéficier, qui va perdre. De prime abord, je dois vous dire, c'est les FCC qui perdent. Parce que cette coalition reste la seule planche de salut sur le plan politique pour les FCC. Mais comment est-ce que cette coalition peut s'écrouler? Ça peut être par la dissolution du Parlement ou alors par une scission à l'intérieur même du FCC. Et laquelle scission va conduire à la perte de la majorité au niveau du Parlement et du Sénat de l'IFCC. Et par conséquent, le prochain Premier ministre ne sera pas quelqu'un qui sera issu du FCC sur base de la majorité. C'est très important ce que je dis. Pourquoi je dis cela? Je reviens encore. Pour moi, c'est comme un fil conducteur. C'est une sorte de boussole aux déclarations du sous-secrétaire d'État américain Tibor Nagy, qui d'ailleurs était avec le chef de l'État dans la réunion de la Chambre de commerce des États-Unis. Il avait dit sur France 24, aujourd'hui je ne vais pas balancer ça, vous savez, la France avait s'estimé rouler avec ce qui s'était passé au Congo. Rouler dans la mesure où la France avait un pion, la France, la Belgique, ils avaient un pion qu'ils voulaient voir à la tête de la RDC. Alors, leur discours, au niveau de leurs médias, d'abord au niveau des hommes d'État, ensuite il y a eu évolution au nom du réalisme, mais les médias n'ont pas tellement pris les relais très vite, c'était toujours contre les chefs de l'État, mais aussi de manière indirecte contre les Américains.
Alors, aujourd'hui, j'allais dire la déclaration de Tibor Nagui, qui était venu en France pour rencontrer les autorités françaises et par la même occasion, il s'est prêté pour une interview au niveau de France 24. Et il avait dit une chose, et c'est capital. Donc, si vous perdez ça, vous perdez aussi l'analyse, pour moi. Mon point de vue, c'est ça. Vous perdez une partie de l'analyse parce que, qu'on le veut ou pas, les États-Unis restent un acteur majeur dans la réalité politique du Congo actuellement. Même dans le passé, mais beaucoup plus actuellement. Donc, celui qui perd un peu ça, toute l'analyse qu'il va faire, elle peut être cohérente, mais elle sera fausse. Il avait donné l'exemple de Lorenzo. Et il avait même donné un délai. Il avait dit, dans une année ou une année et demie, hein, vous allez voir, je suis en train de les paraphraser, il y aura un changement. Et comme qui dirait par hasard, mais ce n'est pas par hasard, le chef de l'État, lors de son message de Nouvel An, il avait dit que cette année est une année d'action. Et très vite, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Mike Hammer, qui est aussi en séjour aux États-Unis, parce que tous les ambassadeurs s'y étaient rendus, mais au-delà de cela, il a pu rencontrer le chef de l'État, avait aussi, lui aussi, dans tous ses tweets, il parlait de l'action, l'action, l'action. Ce que nous sommes en train de vivre, je l'avais dit une fois, c'est turbulence. Nous sommes dans la période, donc, nous sommes dans la dernière, j'allais dire, les derniers semestres. Parce que une année est déjà passée, nous sommes entrés dans le dernier semestre. Nous avons 2 semestres qui sont passés dans une année, et ici, les choses doivent être claires. On sent de plus en plus, un peu comme on disait que la maison de Saoul, comme on dit dans la Bible, allait en s'affaiblissant, et la maison de David s'affermissait. Donc, on est un peu dans ces mouvements-là. On sent les camps Kingakati s'affaiblir davantage. Et on voit ici la cité de l'OIA prendre davantage du terrain, s'affermir, est en train de se confirmer. Et, croyez-moi, ce mouvement va aller de cette façon jusqu'à ce qu'on tombe dans la vision voulue. C'est-à-dire où on a un chef de l'État qui a toute l'autorité pour enfin réellement combattre la corruption. Et je vous informe, l'équipe donc qui doit piloter ces programmes au niveau de la présidence, les chefs de l'État avaient parlé de l'office, un office pour combattre la corruption. Cette équipe est pratiquement mise en place. J'en veux pour preuve les tweets. Hein, il y a un tweet qui fait d'ailleurs, ce tweet fait allusion aux propos du chef de l'État quand il a rencontré la Chambre de commerce aux États-Unis. Et j'étais au courant bien avant. Il y a quelqu'un qui est dedans, je ne vais pas révéler les choses, qui est bien rodé dans les systèmes des Nations Unies, tout ça. Il connaît aussi très bien l'organisation continentale, l'Union africaine. Et il est là-dedans. C'est pour voir comment combattre la corruption. Parce que ce circuit-là de corruption au Congo, il n'est pas compliqué. Hein, ces tentacules à l'extérieur, c'est connu. C'est connu. Et c'est quelque chose qui est soutenu par ce qu'on appelle les elders. Donc, c'est des gens tels qu'Obasanjo, tels que Chissano, des anciens chefs de l'État, les Sud-Africains, Thabo Mbeki, même la dame Mary Robinson, hein,
Donc, ils soutiennent ça, parce que c'est un circuit qui est connu. Et maintenant, il fallait mettre en place une structure. Et les chefs de l'État l'ont annoncé, et puis il y a eu un tweet là-dedans, on a cité quelques noms. Et les États-Unis sont impliqués dans ces programmes. La MONUSCO également est impliquée dans ces programmes pour combattre la corruption. Au fait, quand nous parlons, vous savez, il y a des sujets qui sont à la une quand on parle des 15 millions. Je disais à un ami, quand les 15 millions étaient tout le temps sur la toile, je lui disais, écoutez, vous savez, c'est vrai que c'est à la une. C'est vrai qu'on doit combattre la corruption, mais ce n'est pas ça la priorité. Donc cette affaire-là ne constitue pas une priorité dans la lutte contre la corruption, les grands programmes, non. 15 millions, c'est rien, c'est beaucoup hein, par rapport à la situation des Congolais, mais c'est alors vraiment rien par rapport aux fuites des capitaux, hein, à l'hémorragie hein, qui s'est fait au niveau de la RDC. C'est rien, je répète encore, c'est rien. C'est rien. Nous perdons des milliards. Et M. Luzolo Bambi, avant lui, c'était d'abord le président sud-africain. Et l'enquête de Luzolo Bambi avait finalement confirmé les propos de M. Thabo Mbeki. Donc, nous perdons beaucoup d'argent qui sont détournés, qui vont dans des comptes à l'étranger. Beaucoup, alors beaucoup d'argent, plus que les 15 millions. Mais en disant cela, je ne minimise rien, parce que même ces grands montants-là, c'est toujours constitué d'un certain nombre de montées quand vous faites la totalité. Alors, la méthode, je pense, du chef de l'État, c'est de s'occuper d'abord j'allais dire, de ce qui est grand, de ce qui nourrit le système. C'est comme qui dirait, je disais à un ami, ah non, Vital Kamerhe doit partir. Je dis, ouais, je vais bien. Mais attention, ça ne doit pas être une priorité. Le départ de Vital Kamerhe, si nous tenons compte du contexte politique congolais actuel, faire partir Vital Kamerhe ne va pas changer grand-chose. Ça va changer quelque chose. Si jamais il s'avère qu'il est fautif, hein, je suis prudent. Si jamais. Parce que jusque-là, ce sont des allégations. Et là-dedans aussi, il y a beaucoup de ragots, beaucoup de propagande contre lui, jusqu'à ce qu'on détermine précisément quelle est sa part de responsabilité. Ça peut être un arbre qui cache aussi la forêt. La priorité, ce n'est pas ça. La priorité pour les chefs de l'État, la priorité pour les Américains. Et pour tout analyste sérieux qui est strict avec lui-même, tout stratège politique, ce n'est pas Vital Kamerhe. La priorité, c'est comment réduire l'action de Joseph Kabila ou complètement annuler son action politique. Si on perd ça dans ses objectifs, donc toute la lutte qu'on va faire, elle est au finish, elle ne va pas donner de grands résultats. L'éléphant, hein, dans la cour, comme on dit, the elephant in the room, c'est Joseph Kabila et ses gens en lui. Si vous les perdez dans votre objectif, donc tout ce que vous faites, c'est du folklore, c'est du spectacle, les gens peuvent applaudir, c'est bien d'entendre, mais that's it. Et le chef de l'État, les Américains, le cap, c'est sur lui et ses gens. Vous ne les maîtrisez pas, eh bien, un jour vous allez pleurer. Les restes, bon, ça, on peut faire ceci, on fait tomber tel, les gens vont applaudir. Parce qu'il y a des gens qui incarnent le système. Il y a un principe dans une théorie dans la destruction de leadership, hein, que Jésus a dit, quand on frappe les bergers, les troupeaux se dispersent. Vous n'avez pas besoin de frapper les troupeaux. Vous frappez seulement les bergers. Les troupeaux eux-mêmes,
hein, chaque mouton prend sa direction. Alors, il y a des organisations qui sont incarnées par un homme. Dès que vous l'identifiez, vous les frappez. C'est tout. Ça sera, le système, hein, va se désintégrer et vous allez prendre chacun à côté, tout ça. Regardez, quand on voulait frapper Kadhafi, beaucoup de stratèges qui avaient compris, il y a un Américain d'origine japonaise, son nom c'est encore qui, un grand théoricien qui a dit, il avait averti les départements d'État en disant, l'État en Libye, c'est Kadhafi. C'est un peu comme en Irak. L'État, c'était, comment il s'appelle? Saddam Hussein. Vous le déstabilisez, lui, en réalité, vous déstabilisez tous les pays. Donc, il faut le faire avec beaucoup de précautions. Et ce qui se passe chez nous, ils ont en fait tiré des leçons de ce qui s'est passé en Irak et en Libye. En Irak, les Américains n'ont jamais fait les choses pour que l'Iran récupère l'Irak par après. Aujourd'hui, l'influence iranienne, elle est présente en Irak. Mais l'erreur, c'était quoi? C'était aller vite pour frapper Saddam Hussein. Et finalement, tous les systèmes étaient en moule. L'État avait disparu par la même occasion. Et c'était le chaos qui s'était installé. Dans ces chaos-là, tout le monde entre. Des nouveaux acteurs viennent entrer, et tout ça. C'était la même chose en Libye. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans le Sahel. Tout ce que nous vivons en Libye aujourd'hui. Je parlais avec un Libyen qui est journaliste et aussi qui est fils d'un diplomate libyen. Son père était diplomate sous Kadhafi. Il m'a dit, moi je lui ai dit, mais il y a embargo d'armes. Il m'a dit non. C'est un gars qui parle très bien l'anglais, qui parle très bien français parce que son père, il a grandi en France aussi. Son père était diplomate, donc ambassadeur de Libye pendant plusieurs années en France. Il m'a dit, mon frère, on parle d'embargo, mais tous les jours, embargo d'armes, tous les jours ici, les armes entrent de partout. Haftar se procure des armes. Ceux qui sont au pouvoir comment ça s'appelle encore, à Tripoli se procurent des armes à gauche et à droite. Chaque groupe a des acteurs dans la sous-région, au-delà de la sous-région, hein, qui sont en train de les renforcer. Il me dit, la solution, la bonne, ça sera négociation. Si pas négociation, qu'on le veuille ou pas, le sang risque de couler encore plus que le sang qui avait coulé pour la chute de Kadhafi. Pourquoi? Parce que maintenant, tous les acteurs sont entrés dedans. Hein, beaucoup d'acteurs. Vous avez les États-Unis, la France, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez les Qatar, vous avez la Turquie, vous avez l'Égypte même. Et l'Israël n'est pas étranger dans ce qui se passe en Libye. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Il dit, ça serait quoi? Qu'on arrive à une négociation, à un consensus. Et quand il a dit ça, je lui ai dit, mais tu sais, au finish, il faut qu'il y ait des élections. Et quand vous mettez ensemble des gens qui sont armés comme ça, autour d'un accord politique, chaque groupe vient, ne désarme jamais totalement. C'est en prévision des résultats des élections qui viendront, et ils peuvent se servir des armes
pour se retrouver dans la nouvelle configuration politique. Donc, la politique étrangère des États-Unis, notamment les think tanks, les diplomates, ont compris que l'usage de la force peut créer plus de problèmes que si on prend les chemins tortueux, les chemins lents de la négociation. C'est vrai que ce n'est pas facile, négocier pour amener les gens, c'est un peu ça. Et c'est ce qui fait que, bon, au Congo, on y va étape par étape. Mais le plus important, comme j'ai dit, aujourd'hui, si la coalition tombe, c'est qu'est-ce qui va se passer? Le président de la République, lui, reste en place. La lutte à laquelle nous allons assister, ce sera la lutte du Premier ministre. Retenez ce que je vous dis. Et cette lutte sera beaucoup plus âpre et violente. Quand je dis violente, il ne s'agit pas des armes forcément, au sein de l'opposition. Et elle a déjà commencé sous une certaine forme. Ça mettra donc le président de la République en position que tout le monde va chercher à se faire son allié, à les courtiser pour avoir le poste de Premier ministre. Et le parti ou la coalition qui aura le poste de Premier ministre aura plus de chances de composer avec le Premier ministre, plutôt avec le président de la République, en prévision des élections qui vont venir, pour gagner ensemble avec le président de la République les élections. Donc, ça sera sans merci. Et comme je vous ai dit l'autre fois, ce n'est que l'analyse que je suis en train de faire ici. Comme je vous ai dit l'autre fois, observez très bien le langage des opposants vis-à-vis du président Félix Tshisekedi. Les réalismes politiques obligent, après lecture des rapports de force, chacun a mis un peu d'eau dans son vin. Même l'aile la plus radicale de Lamuka, je voudrais parler de Lamuka ici, l'aile qui prétend être la plus radicale, vous allez voir de plus en plus, cette aile va mettre un peu d'eau ou continuera à mettre graduellement de l'eau dans son vin, mais sans pour autant perdre un discours radical quelque part, question de se faire remarquer, de survivre au niveau de l'opinion publique. Mais certains sont déjà très avancés dans ce sens-là. Et celui qui est en avance dans cette course, en mon humble avis, j'ai mes éléments, j'ai mes informations, c'est une analyse que je suis en train de faire, en mon humble avis, c'est Jean-Pierre Mbemba. Un jour, quand le dessin sera clair, je vous donnerai des éléments objectifs qui m'ont amené à dire cela. Vous allez voir, il y a comme une sorte d'interdiction de s'en prendre directement farouchement au chef de l'État. On s'en prend au gouvernement. On s'en prend au gouvernement, dont le chef de l'État fait partie, c'est vrai. Mais on ne s'en prend plus comme avant contre les chefs de l'État. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un amour, non. Il s'agit tout simplement d'un calcul politique. Les gens ont compris que M. Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a un soutien fort et ferme, je reprends, fort et ferme des États-Unis, qui est la grande puissance et qui est en avance. Et les États-Unis ne sont nullement prêts à lâcher. En fait, les circonstances sont en faveur et font que le président Félix Tshisekedi puisse jouir d'un tel soutien. Les concours de circonstances. Un peu comme à l'époque de Mobutu. La guerre froide faisait que on ne pouvait que, comme on dit, to bet on him. Donc, gager sur lui. Pourquoi? Dans le cas actuel, vous avez la Chine et la Russie, je reprends encore.
Donc, la position des États-Unis est beaucoup plus dictée dans sa volonté de s'assurer. Ils ne peuvent pas prendre toute l'Afrique, ce n'est pas vrai. Mais ils ont choisi les bons morceaux de l'Afrique. C'est la RDC. Et en faisant cela, ils ont choisi les partis qui a montré dans son parcours une sorte de résilience, qui a un ancrage réel sur le terrain. L'UDPS a ses faiblesses. Mais quand on regarde les autres partis, l'UDPS a fait preuve d'une capacité de survie qu'on ne trouve pas dans les autres partis. Avec toutes ces faiblesses, bien sûr. Il y a un ancrage réel. C'était un calcul politique fait par les Américains. Et qui, à mon humble avis, à 75%, ça marche bien. Ça marche même très bien. Et pour preuve, d'une part, vous allez voir, non, nous ne voulons pas la corruption, tout ça. Mais d'autre part, laquelle corruption, parfois, on cite certains collaborateurs du chef de l'État, mais d'autre part, vous sentez que le chef de l'État lui-même, on est en train de les renforcer. Quand les gens disaient, ah, le FMI est venu, ils sont mécontents, j'étais en train de rire. J'ai dit à un ami, j'ai dit, bon, écoutez, c'est mal connaître les systèmes internationaux. Quand vous parlez de FMI, vous parlez de quel pays d'abord? C'est les États-Unis. Vous parlez de Banque mondiale, parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, crûment, blankly. Vous parlez de Banque mondiale, vous parlez de quoi? Les États-Unis. Quand vous parlez de l'ONU même, c'est sous la coupe des Américains. Ce sont des instruments, j'allais dire, qui renforcent l'impérialisme américain dans les sens propres du terme, l'influence des États-Unis au-delà de ses frontières. Donc, ces organisations ne peuvent en aucune façon être contre le partenaire américain, parce qu'il y a le partenariat, jusqu'au point à déstabiliser ses partenaires. Non, ils peuvent faire des remarques. Mais ce n'est pas dans le sens de croire qu'ils vont jouer à la destruction de leurs partenaires. C'est faux. La RDC, quand on étudie très bien, a besoin d'un leadership fort. Même ceux qui disent, ah, le président Félix, il est comme un pasteur, tout ça. Bah, c'est une posture, hein, et c'est aussi parfois une mauvaise lecture des choses. Les Américains savent. Et regardez tous les pays qu'ils ont soutenus. Avant que la démocratie devienne une réalité, il faut tout d'abord que ces pays-là soient stables. Et la stabilité passe par la stabilité des institutions. Et si ça demande que cette stabilité-là soit les résultats d'un leadership fort, ils vont le faire même pendant deux décennies. Regardez l'Indonésie, quand Suharto était au pouvoir, soutien massif des Américains. Regardez même à l'époque de Mobutu. C'était une priorité de faire de Mobutu un homme fort. Mais dans tout cela, j'ai dit, si on a un bon leadership, j'espère, le pays peut profiter sur le plan économique. On peut vivre une sorte d'émergence. Et cela passe par des histoires telles des programmes lutte contre la corruption, tout ça. Et on peut voir vraiment un début de changement concret. Les programmes des FMI, c'est des cures. Il y a des gens qui disent, ah non, les FMI n'ont jamais mené des programmes qui ont contribué au développement d'un pays. C'est faux. C'est pas vrai. Les Ghana aujourd'hui, les Ghana qui d'ailleurs veulent se soustraire des programmes des États-Unis, du FMI, mais le Ghana est sorti
du bourbier grâce aux mesures de ces institutions de Bretton Woods. Ils étaient d'abord les meilleurs élèves. C'est à un moment donné, quand vous sentez que maintenant nous avons les pieds sur terre, que vous pouvez dire, bon écoutez, vous commencez aussi à lever les tons. Dites non, ces programmes-là, ça ne va pas marcher, tout ça, nous pensons que nous connaissons notre pays, ce qui est à l'avantage de notre pays, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, quand on parle du Ghana, sorti des FMI, tout ça, machin, ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent, mais entre-temps, sur le plan militaire, la présence militaire américaine s'est renforcée au Ghana. Sous l'actuel président Addo. Et c'est à peu près la même chose qui va se passer chez nous. Quand on parlait, ah non, voilà, il y a des officiers, les Américains ont dit, les officiers qui sont là, tout ça, on cite les noms, mais je disais, mais évidemment, dans l'analyse, il y en a qui prennent, enfin, on sent leur souhait, comme on dit, wishing analysis. Donc, il fait une analyse, mais qui est teintée de son souhait. C'est-à-dire, il dit, bon, certainement, on va aller là-bas et dire, non. D'ailleurs, en citant les noms de ces généraux, ce sont ces généraux qui se sentent en insécurité. Ils ne viennent pas dire au président, si tu ne fais pas comme ça, on te chasse. C'est faux. En disant cela, publiquement, ça affaiblit l'influence de ces généraux. Ils sont indexés. Et le jour que quelque chose leur arrive, comme disait, aimait bien dire Maréchal Mobutu Persona, excusez-moi, je dois ouvrir la porte à ma fille qui revient. Karibu. Bon, permettez qu'on a de la visite. Hi, Josh, how are you? How are you? Good. Mimi naweza kumkongo ya nyumba kule. Hakuna shida. Guys, just give me 10 minutes of finishing what I'm doing. I'm live here. Okay? Can I rely on you? All right. Alors, je disais que, bon, excusez-moi, il y aura des petits bruits ambiants. Ici, c'est férié aujourd'hui, donc on a de la visite des amis. Je disais donc, il y a toute une politique, ça ne va pas comme ça, sans guide. Hein? Non, il y a toute une politique qui est mise en place. La RDC peut en tirer profit et on a des exemples nombreux. La Corée du Sud, le Japon, hein, c'est des pays qui étaient pris en charge pratiquement par les Américains et avec l'effort l'effort des citoyens. Non, excusez-moi, sinon je coupe alors, mais c'est pas grave. Alors, avec l'effort des citoyens, tel qu'en Corée du Sud, donc vous mettez en place des politiques de lutte contre la corruption. Pendant que vous avez un tel soutien, ça a toujours payé. Regardez la Corée du Sud, regardez le Japon. Et je peux vous citer des exemples pareils. Beaucoup de gens ne savent pas, le plan Marshall s'était fait accompagner des mesures très drastiques vis-à-vis des pays européens. On leur avait donné de l'argent, mais on leur avait donné aussi une ligne à suivre. Non seulement ça, mais cela c'était aussi l'occasion pour la réforme de l'armée au niveau de l'Europe, orienter cette armée dans le sens des intérêts sécuritaires des Américains. L'OTAN. Donc l'Europe a servi des plateformes pour que les États-Unis prennent position en Europe et surveiller la Russie sur le plan militaire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je crois que la concentration va un peu baisser parce qu'il ne faut pas que ces enfants restent
Alors, voilà à peu près ce que je voudrais dire. Je vais prendre des questions. Là, je coupe un peu brutalement la chose. Alors, il y a des gens qui ont compris et qui comprennent qu'on est en train de prendre un départ, mais qui veulent être dans le train et qui font des bruits. Et c'est des bonnes politiques. C'est pour cela que vous avez certains mouvements, j'allais dire le terme radicaux-extrémistes, qui posent des actes encore beaucoup plus radicaux, mais qui en même temps disent, c'est comme qui dirait, le train n'ira pas bien sans nous. Nous devons parler. Je mets dans ces comptes-là un peu ce que vous voyez, ce qui s'est passé en France. C'était radical comme réaction, mais en même temps, les gens ils disent non, il faut un dialogue, le message est passé. Il est passé auprès de qui? C'est-à-dire, écoutez-nous. Ces changements-là, nous ne voulons pas qu'ils se fassent sans nous. C'est ce qui se passe aussi sur le plan intérieur. C'est une direction que nous prenons. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Donc, ce que nous avons comme configuration politique actuellement, pour être franc avec vous, c'est une configuration politique entre guillemets des transitions. Et cette transition-là consistait, c'est-à-dire dans ces mandats du président Félix, il y a une période qui était celle des transitions d'une année ou d'une année et demie, selon les propos de M. Tibor Nagui. Bon, si quelqu'un prétend qu'il a assez de muscles pour renverser la vapeur, pour, je ne sais pas comment faire, enranger des foules, et essayer de, je ne sais pas, qu'il tente, hein, mais je ne vois pas une organisation qui pourrait prétendre, qui peut aller à l'encontre de tout cela. Y compris l'Église catholique, je reprends ce qu'ils disent, c'est exactement ce qu'il dit Mukuna. Au finish, la chute ou l'effondrement, je me réponds, des coalitions FCC-Cash, c'est une perte pour les FCC. Parce que sur le plan sécuritaire et militaire, on sent que de plus en plus, le président Félix Tshisekedi a la mainmise sur l'appareil militaire, hein, donc son influence est grandissante. Et parce que ça, c'était important. On avait affaire à un régime, c'était pas un régime civil, à vrai dire. Sa vraie nature, c'était un régime militaire. Et on sent qu'il a la même mise là-dessus. Il se permet certaines déclarations. Mais en même temps, il y a une volonté, parce que la volonté, c'était absolument préserver la paix, mais dans cette paix-là, créer un courant de changement qui va progressivement faire que les choses, que les statu quo disparaissent, hein, qu'il y ait de nouvelles choses. Voilà la stratégie américaine en place, et ça demande de patience. Il pourrait y avoir quelques ratés, parce que c'est une œuvre humaine, mais ils tiennent à ne pas perdre, parce qu'il y a la Chine et la Russie, qui sont des concurrents d'État, qui sont sur terrain, qui sont d'ailleurs dans la proximité. Allez, maintenant, prenons tes questions. Sali, ça c'est Marcel Congo Molombo, il dit Sali mon frère au Congo, c'est de l'informel et comme des groupes d'intérêt sont importants, car le monde n'a plus de blocs est-ouest, c'est un grand monde et nos intérêts sont ceux de nos frères juifs. Le président est très bien parti. Nous sommes totalement d'accord avec les chefs de l'État de notre pays. C'est Israël pour tous les Noirs. Et moi, en tant que pasteur évangélique, je suis Israël et Jérusalem est pour Israël. Notre vie de spiritualité oblige. Et même l'Arabie Saoudite et Mecque sont des choses sacrées pour nos amis musulmans. Bon, ça c'est un point de vue. Vous ne contredisez pas. Vous ne posez non plus pas de questions. Et aucun pouvoir n'existe sans prendre position en faveur de ça, ou hein, telle option ou contre telle. Donc, je crois que c'est bien parti pour la RDC, j'espère. Tout le problème, c'est à l'intérieur. Il faut que les gens capitalisent cette nouvelle donne. Et cela doit partir de l'entourage du chef de l'État jusqu'au niveau du gouvernement. C'est pour cela qu'il faut que ce soit un gouvernement absolument qui est sous contrôle totalement du chef de l'État. C'est très important.
C'est pour cela que moi, je ne crois pas qu'on va aller 5 ans avec, à moins que les FCC s'aplatissent complètement. Voilà. Qui d'autre? Jusque-là, Marcel Pagnon. Croyez-vous que la mort des hauts cadres du pays, ANR, FARDC, est à blâmer sur le président Fachi sur le fait qu'il est président en cours? Ces morts ternissent-elles l'image du pouvoir en place? Non, je ne pense pas. Et écoutez, vous savez, la mort de ces généraux, pour vous donner un peu de la comparaison, c'est comme la mort du général iranien qu'on avait tué par les Américains. Donc, il y a des gens dans les systèmes, des maillons. Vous les touchez, les systèmes s'affaiblissent. Mais est-ce que c'est le président de la République actuelle? Il ne faut pas personnaliser les choses. Nous parlons de l'État congolais. L'État, ce n'est pas forcément le président lui-même. Il y a les intérêts d'État qui sont au-delà du chef de l'État. Donc, quand vous avez un général qui va commander des matériels, des surveillances, à l'insu des autorités, de celui qui est le garant de la nation. Quand les choses ne vont pas à Benila, les gens interpellent qui? Le président de la République. Donc, vous allez commander des matériels à son insu pour faire des écoutes, pour surveiller les gens. L'État doit réagir. Mais est-ce qu'il est mort suite à la réaction d'État? Ça, nous ne savons pas. On dit, d'après la presse, qu'il y a eu des signes d'étranglement. Ça peut être les gens de son camp. De toute façon, l'enquête est en cours. Vous savez que le général iranien, là, sa mort n'était pas seulement applaudie aux États-Unis et en Israël. Juste quand on l'a tué, le président Trump a dit, d'ailleurs, il avait beaucoup d'ennemis à l'intérieur même du système iranien. C'est comme si Trump avait fait le travail des gens qui redoutaient cet homme-là parce qu'il était devenu plus puissant. Les Khomeini qui est là, il est affaibli d'abord par la santé, il a des problèmes de santé. Le pouvoir iranien à l'intérieur, il est affaibli. Il y a eu combien de grandes manifestations à travers l'Iran? Et cet homme-là, lui, a eu la même mise sur la structure qui est restée dans le principe du statu quo. C'est les révolutionnaires iraniens là, les révolutionnaires islamiques et l'armée. Donc, suite aux luttes internes, on peut accepter que notre ennemi vienne t'affaiblir ou te faire disparaître. Sa suspension de ces messieurs était applaudie jusqu'au niveau du secrétaire d'État américain. Il a applaudi quand on avait suspendu Delphin. Et puis quand on parle d'un chef de l'État, de l'État d'abord, de l'État, vous voulez faire un coup d'État. Nous parlons d'intérêt ici. Si ça rate, quelle est la suite? Un chef d'État, il n'y en a pas de gentil, même s'il est oui, même s'il est calme, comme le président Félix là. Il ne faut pas confondre, comme on dit, son humeur, son attitude de bon enfant. Non. Comme dit la Bible, il a l'épée dans la main pour l'ordre public. Il a l'épée. Et de plus en plus, qu'on le veuille ou pas, parce qu'il doit avoir le monopole, l'État doit avoir le monopole de la violence. La violence pour imposer l'ordre à tout le monde. Si vous n'êtes pas comme ça, l'État ne fonctionne pas. Je vais prendre des exemples de la Bible parce que la Bible est pleine de politique. David laisse son fils au pouvoir très jeune, non expérimenté, mais il lui dit, regarde, il ne lui présente pas des ennemis de l'extérieur, mais des gens qui étaient dans sa cour à lui. Il dit, tu vois tel, tu vois tel, tu vois tel, tu vois tel. Tous ces gens ici, tu dois t'en occuper. Il y a des circonstances, il a précisé les circonstances.
Et quand ils ont commis l'erreur, pour certains d'entre eux, ce n'est pas en vain qu'on l'appelle commandant suprême des forces armées. C'est pour ça que moi j'ai dit, ceux qui étaient ses amis, oui, c'est bien d'être ami, mais un chef de l'État, vous pouvez être ami de Félix Tshisekedi comme individu, mais vous ne serez jamais ami du chef du président de la République. Mwana ya nganga, aza mwana ya papa na ye, mais aza muninga ya milimo ya bonganga tata na ye te. Soka sakani pe lekisi ye, eleye. C'est ça la réalité. Ça peut venir de l'État. Si vous constituez un État, quand l'État fait ça, on n'appelle pas ça crime. Même aux États-Unis, vous jouez avec les intérêts de l'État. L'État vous élimine. Même un chef de l'État peut être éliminé à cause des intérêts de l'État. On mettrait quelqu'un d'autre à cette place-là, il aura la même attitude, il aura la même réaction. Mais en disant cela, je ne dis pas forcément que c'est l'État congolais qui l'a éliminé. Ça peut être ses propres gens. Les gens qui l'ont servi, bon, qui ne veulent pas, parce que moi j'ai une information, hein, avant même qu'on parle d'étranglement, mais il s'est passé quelque chose quelque part avant qu'il n'arrive chez lui. Pourquoi on veut faire? Est-ce que sa mort dépasse la mort de tous les Congolais qui sont morts à l'est de la République, hein, suite aux actes criminels des groupes armés que lui était en train d'armer, d'alimenter au nom de Joseph Kabila, parce que c'était la stratégie? État gentil à la raté. Je dis l'État, chef de l'État gentil à la raté. Même en France, là, on vous tue pour les intérêts de l'État, si vous dérangez. Mais on saura, jusqu'à ce qu'il y ait une enquête, si c'est l'État qui l'a éliminé, parce qu'il dérangeait les intérêts, parce que tu ne peux pas te permettre, nous sommes en matériel, pour Bandaroyoka, hein, le directeur des cabinets du chef de l'État, où tu l'espionnes sans que... Non, ça c'est grave. On t'élimine. Tous ceux qui ont accusé Trump, dans son affaire avec la Russie, tout ça, mais tous ceux-là, ils ont des choses qu'ils n'ont pas dit, y compris John Bolton. Il y a des choses qu'il n'a pas dit au nom de l'intérêt américain. C'est ça l'État. Même le Vatican, l'État du Vatican a fait des victimes pour préserver les intérêts du Vatican. La mort du pape Jean-Paul Ier, c'était quoi? Parce que les gens, parfois, ils parlent, les enquêtes n'ont pas abouti. Bon, au Congo, c'est exagéré. Mais il y a beaucoup d'enquêtes, même à l'étranger, qui n'aboutissent pas, ou bien qui aboutissent à quelque chose, une conclusion bidon. La mort du pape Jean-Paul Ier, jusqu'aujourd'hui, quelle enquête sérieuse avait été menée? Tout ce qu'on a produit, c'est de la foutaise. La mort du président Kennedy. On embrouille les gens. C'est pour cela qu'on garde des secrets. Allez. Yvon Winzani Kanza dit Marcel, mon frère, il ne faut pas confondre les choses de Dieu qui sont spirituelles et les choses des hommes qui sont charnelles. Quand on parle d'Israël, c'est celui d'en haut et non celui dont tu fais allusion, et même pour Jérusalem. Sinon, selon toi, les peuples juifs sont déjà sauvés. Je ne pense pas. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer. Bon, ça, c'est un débat purement théologique. Je ne voudrais pas entrer là-dedans. Mais, Yvon, je respecte votre point de vue. Je respecte celui de Marcel. Tout ce que je vais dire, moi, voilà ce que moi je vais dire. Souvent, quand nous disons spirituel et ce qui est charnel, nous pensons qu'il y a un grand écart, ou bien qu'il y a un écart. Non. Bon, je ne voudrais pas entrer dans ce débat, sinon je risque de prendre parti. Bon.
Yvon Gouzan dit, quand il dit, si je ne suis pas du côté politique, je voulais juste abonder dans les choses spirituelles pour ne pas mener à la perdition des enfants de Dieu. Bon, Yvon, voilà, c'est un point de vue, hein, ça n'a rien à voir, tu peux rejeter ça. Donc, voilà ce que moi je voudrais dire. La plus grande erreur de l'Église, l'Église actuelle, c'est de croire que Dieu, c'est un homme gentil, un homme qui accepte tout. Le peuple juif dont nous parlons, l'Israël, mais est allé de conquête en conquête avec l'appui de Dieu jusqu'à occuper, si nous prenons le terme aujourd'hui, à occuper les territoires des autres et en faire leur territoire. D'ailleurs, quand vous regardez, la Bible est pleine, je parle du Nouveau Testament, hein, de beaucoup de concepts politiques. Le mot église vient d'où? L'église. Ce n'est pas Christ qui a inventé le mot église. Le jour qu'il a dit à ses disciples, je bâtirai mon église, personne ne lui a posé la question, l'église veut dire quoi? Parce que tous savaient déjà ce que c'est l'église. L'église, les termes vraiment dans les Grecs, ça veut dire les sénats, donc l'assemblée. C'est pour ça qu'on dit une assemblée déjà mise à part. Ça part du fait qu'en Grèce, on retirait un certain nombre de personnes qui se mettaient à part pour décider de la marche de la nation ou de la cité. La mort de Christ, c'était un complot politique. Je ne vais pas d'abord sur le plan prophétique. C'était un complot politique. Même Barabbas dont on parle souvent, ah non, quand on dit les gens, oh, il est mort, Barabbas était criminel. Criminel par rapport à quoi? Barabbas était un résistant. Quelqu'un qui résistait l'ordre romain. Et pour les Romains, quand tu résistes leur ordre établi, tu es criminel. Sinon, les gens n'allaient pas réclamer quelqu'un qui tue les femmes, qui viole les femmes, qu'on les libère à la place de Christ. Ils voyaient en cet homme un libérateur. Et il était connu, c'est pour ça qu'on disait, libérez Barabbas. Donc, amenons les choses dans leur contexte, tout leur contexte. C'est vrai, les contextes spirituels aussi existent, mais dans la réalisation, quand la Bible dit, quand le temps était accompli et Christ est naquit, quel temps? C'est les concours des circonstances. Et là-dedans, l'événement le plus important, c'était l'occupation d'Israël par les Romains. Je l'ai déjà dit une fois. Quand nous célébrons, enfin, quand nous disons Jésus est né à Bethléem, ça a été prophétisé, mais dans l'accomplissement pour que cela se concrétise. Mais c'est l'empereur romain qui a signé, qui a dit que les gens aient recensement, et comme chacun devrait se rendre dans son milieu d'origine. Marie s'est retrouvée là-bas, ce n'est pas par joie qu'elle est allée accoucher un enfant dans la maison des animaux. Mais si l'empereur romain n'avait pas signé les décrets, pour des raisons purement politiques, il n'avait rien à voir avec ce qui était prophétique, que non, voilà, non, pour des raisons purement politiques. Rélisez bien la Bible. D'ailleurs, beaucoup d'histoires de la Bible se passent dans la cour des rois ou des dirigeants. Là, on fait la politique. Ça se passe là-bas, c'est autour du pouvoir. Bon. Marcel Pagnon dit, mais vous ne croyez pas que Fathi est trop large envers ceux qui ont commis de bévues, même dans son entourage. Je sais qu'il se soumet à la justice, mais étant président, n'a-t-il pas de pouvoir pour évoquer, suspendre quelques conseillers qui font du business à la présidence? N'est-il pas ici trop relaxé avec des gens? Ouais, c'est la perception qu'ont certaines personnes. Mais écoutez, quand vous
vous prenez des gens qui vous sont proches, parce qu'il y a aussi un problème de loyauté. On n'amène pas au pouvoir seulement des gens compétents. Guys, sorry, just give me 5, 10 minutes, because whatever you're saying is getting in here. J'étais en train de dire aux enfants qui s'étaient un peu. Quand tu amènes les gens, tu partages les secrets d'État avec eux, ils sont dans les affaires, on ne s'en débarrasse pas, surtout dans ton cabinet, comme une lettre à la poste. Il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut les laisser, que ça donne une sorte d'impunité. J'essaie, je crois, on finira par avoir une purge au niveau de la présidence. J'utilise bien les mots purge. Parce que le chef de l'État ne va pas finalement laisser quand même des gens qui ne veulent pas s'imprimer dans sa logique, hein, dans sa politique, par exemple de lutte contre la corruption, qui soient dans son entourage en train de faire n'importe quoi. Mais en même temps, ceux qui parlent de business, parce que, écoutez, j'ai vu par exemple quelqu'un dire, ah, ses frères sont en train, ses amis sont en train de faire le business. Tant que c'est légal, il n'y a pas de problème. Vous allez aux États-Unis, Donald Trump a des amis qui sont des hommes d'affaires. Vous allez en France, c'est la même chose. Mais il faut que ce soit légal. Même si la femme du président a une entreprise, où est le problème? Elle est congolaise, mais que ça soit légal, qu'elle se soumette à tout ce qui est comme loi qui régit le business, les affaires. Mais quand on commence à dire, ah non, tout le monde ne connaît pas la Colombie, mais s'il a une entreprise enregistrée. Parce que les entreprises, souvent les gens parlent seulement, oh, l'église est l'église na Congo. Mais allez voir, dans ma partie politique, allez demander la liste des entreprises. Il y a des entreprises de mallettes enregistrées, mais qui ne fonctionnent pas. Il y en a beaucoup. J'ai vu, on a écrit, ah non, le frère de Denise est dans le pétrole. J'ai dit, ce n'est pas parce qu'on a écrit que nous sommes dans tel secteur que forcément, il est déjà dans les contrats. Et même s'il était dans les contrats, mais que ça soit qu'il paye les taxes. Et que ça soit la concurrence où on voit de l'équité. Donc, tu es frère de tel, pas de problème. On ne te donne pas des marchés parce que tu es frère de tel. Non, parce que tu es citoyen congolais, c'est ton droit, tu fais des affaires, c'est ça. Mais dès là, les gens veulent exagérer, tout ça. Non. Vous pouvez faire des affaires. Vous êtes même le fils du chef de l'État. Vous pouvez faire des affaires. Le fils du Premier ministre, vous pouvez faire des affaires. Tout le problème reste, et est-ce que vous utilisez votre relation de votre parent, de votre soeur, de votre frère pour ne pas vous soumettre à la loi? C'est là où c'est mauvais. Parce que comment expliquerez-vous un petit Chinois qui vient de la Chine, il vient faire des affaires, vous voulez refuser à un Congolais de faire des affaires? Par exemple, de Guatemala. Qui vous dit que chaque dimanche, à Guinabapé, ça vient mon président de la République, ton ministre, ton président de l'Assemblée nationale. OK. Marcel dit 15 millions, c'est bien, c'est rien, parce que Kabila et ses mafias ont confisqué tous les moyens de l'État congolais. C'est une bande de criminels, ici, on vous explique l'étendue réelle de pillage qui s'avère être un système et une famille est au cœur de cette nébuleuse affaire. Si les Américains sont capables de nous aider à mettre fin à cette affaire. Tu as raison, Marcel. Ici, tu as tout à fait raison. En fait, Kabila et les siens, quand je dis siens, les propres, vraiment ceux qui sont dans les affaires avec lui, ils se sont mis dans la position un peu comme des Blancs en Afrique du Sud. Une minorité qui a tous les leviers économiques, c'est-à-dire quelque part, ça leur donne la possibilité aussi d'influencer la réalité politique dans le pays.
En réalité, ils deviennent majoritaires. Hein? Pas numérique, mais en termes d'influence. Parce que c'est l'économie, quelque part, que vous le vouliez ou pas, qui dicte la politique. Là, vous avez raison. C'est énorme ce qui se sont donnés comme moyens économiques. C'est énorme, je vous dis. Surtout dans les secteurs miniers. Si le budget du Congo bénéficie de tous les revenus de minerais du Congo, mais ça va augmenter comme vous n'avez pas l'idée. C'est énorme. Donc voilà un peu. Alors, qui d'autre? Ah, quelqu'un me dit Chiombo. Voilà. Et c'est vrai que la famille Tshisekedi exploite des minéraux dans les Catalans. Arrêtez. Oui, ils exploitent des minéraux. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est légal? Il n'y a pas une loi qui interdit à la famille Tshisekedi de faire les affaires. Mais la loi interdit qu'ils utilisent leur position pour avoir des avantages qui ne sont pas leur dus selon la loi. Un Libanais qui vient, un Indien qui vient faire des affaires, au nom de quoi? Parce que quelqu'un s'appelle Tshisekedi, il est frère de Tshisekedi, cousin, je ne sais pas, cousine ou sœur, il ne peut pas aller faire des affaires. Non. Les problèmes, c'est qu'il les fasse dans la légalité, dans la transparence. Et ça, c'est exigé de tout le monde. Mais ne voyez-vous pas que Fachi, ça c'est massé est trop large avec... Non, non, ça j'ai déjà répondu. Bonjour, ça c'est Némi Ngaku Samba, il dit bonjour. Vraiment, j'en prends beaucoup. Tu voudrais dire j'apprends beaucoup sur vous, que Dieu te bénisse, papa. Merci beaucoup. Christian Kembo dit, non, non, pas Christian Kembo, Serge te dit, ne pensez-vous pas que les Américains sont derrière la mort de ces agents de renseignement et les généraux, premièrement, pour envoyer un message clair à Kabila? Il faut savoir jusqu'où ils peuvent aller en éliminant ces lieutenants. Je vais même vous surprendre. Vous savez, quand vous avez un homme fort qui vous dérange et que vous savez qu'il attend un moment donné pour rebondir, la stratégie peut être aller les provoquer. Vous n'attendez pas qu'il a... Vous dites, plutôt provoquer, parce que si vous avez compris que les rapports de force est en votre faveur, plutôt provoquer Gaïna, comme on dit à Lingala. Vous voyez, Kokonyang est revenu sur ses propos. Moi, Kabila joue sur un mythe. Il ne veut pas d'affrontement pour l'instant parce que ce n'est pas en sa faveur. Mais il ne veut pas que les gens sachent qu'il est en position de faiblesse. Donc, l'image que les gens ont gardée de lui veut que ça reste. Mais ceux qui savent, ils disent, tout le monde va comprendre qu'il n'est plus rien. Bon, pour Lukaku, je ne sais pas, il semble qu'il était malade depuis très longtemps, mais un malade, il en était, tout en étant malade, il n'en était pas mort. On peut toujours l'achever, je ne sais pas. Là où il y a le fou, c'est qui l'a fait. C'est là où il y a le problème. Bonjour Jean-Tex Mantek Antsing. Bonjour Antoine Félix. Salut mon grand Anglo-Congo, merci. Allez, Kamounimo, il dit quoi? Tu dis, ça rappelle la disparition de Delphin de Lukaku, rappelle la fin de Nazi Himmler. Quand c'est ça, j'allais t'oublier, une chose me passe dans ma tête chaque fois qui tue, égorge les gens à Béni concrètement. Une chose me passe dans ma tête chaque fois, chaque jour, tu voulais dire, qui tue, égorge les gens à Béni concrètement.
il y a eu des rapports comme quoi, par moment, c'est Kabila, hein, c'est une stratégie d'entretenir un foyer de tension et d'insécurité, et lui-même d'en être aussi celui qui vient éteindre le feu. C'est-à-dire, il doit être utile, il veut se positionner comme l'homme utile pour la paix. Sans moi, il n'y aura pas la paix. Et beaucoup de dictateurs le font. Quand vous entendez des gens dire, ah, si vous voulez me déstabiliser, il y aura l'instabilité, tout ça. Parce que moi, il y avait la paix. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont créer l'insécurité. Ou bien qui créent l'insécurité. Ça leur permet de vivre politiquement. Et Kabila a joué à ça. Combien de fois il a refusé, par exemple, que les troupes de l'ONU puissent attaquer les Hutus, certaines forces Hutus, hein, qui ont sémé la désolation à l'est de la République. Plusieurs fois. Je vous fais remarquer, avant la mort de ces messieurs, Madame la représentante de l'ONU était partie voir le chef de l'État. Et rien n'avait filtré de cette rencontre. Hein? Zéro guide, il a zéro guide. Parce que l'ONU, aujourd'hui, il n'y a plus de secrets dans notre pays concernant l'armée, les services de sécurité. Il n'y a plus de secrets. Il y a des rapports qu'on ne met pas sur la place publique. Donc, c'est un système que les gens ont eu le temps de comprendre, de le pénétrer. Excusez-moi, Adature me dit Anglo-Congo. Est-ce que la famille. Ouais, bon, ça, j'ai déjà répondu concernant l'exploitation, tout ça. Dire exploite, non, ils vont faire des business. Exploiter, ça veut dire quoi? C'est légal, les carrés miniers qui appartiennent à Gécamine, vous pouvez aller. C'est légal, je dis bien c'est légal parce que moi j'ai vu des documents. On vous donne tout ça, moyennant quelque chose, vous exploitez pendant un temps. Barthes, il dit, ce général est aussi parmi les concepteurs et commanditaires de la tuerie de Kananga, comme innocent. Bien sûr, bien sûr. Certaines réunions de tueries qui se sont passées dans les Kassai occidentales, c'était tenu en Bujimaï. Il n'y a pas que lui, il y a les chefs d'état-major de l'époque, les types de l'ANER, hein. Il y a un autre général, j'ai oublié le nom. Ce n'est pas des choses que j'invente. Ils sont arrivés en Bujimaï, c'est là où ils avaient imaginé comment faire ce qu'ils appelaient la contre-offensive, tout ça. Après, il y a eu des tueries. Mais pour l'instant, les événements sont encore plus proches. L'histoire, quand on va commencer à vomir tout ce qui s'est fait, on saura qui est qui. Mais ce qui est vrai d'une manière générale, il y aura beaucoup de règlements de comptes. Il y aura beaucoup d'accusations entre eux. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher à sauver leur peau. Et les nouveaux systèmes qui s'installent s'affermissent aussi par rapport à ceux qui veulent sauver leur peau et qui vendent tout. C'est pour cela que vous avez des gens, il était à l'époque de Mobutu, vous pensez que si Moussa arrive, on va les tuer. Finalement, après vous les trouvez, non. Mis en résidence civile, bien en prison, après résidence civile, après non, il est libre. Après non, oh non, il est dans le gouvernement. C'est des gens qui vendaient la mèche. Ah, Nicolo, parce que les jeux vont vers la fin, qu'on le veuille ou pas. La douane de Kassumbale, c'est le péage de la route vers Lumumbashi. Ça, c'est Aimé Mbouyamba dit. Jusque-là, sous contrôle de la famille Kabila, à quand est-ce que la fin de ce désordre? Comme je vous ai dit, il y a des grandes choses. Si on s'occupe de ces choses-là, les restes vont tomber de soi. Hein? Bon, aujourd'hui, on a vu les barrières au niveau de GLN sont parties, tout ça. Donc, il faut savoir quelle stratégie à prendre. Mais ça peut aussi relever des gouverneurs de la province, tout ça. Si la coalition la tombe, beaucoup de choses vont tomber de soi aussi. Allez, je vous laisse toutes les bonnes choses.
faut que ces enfants ici soient libres. Je crois avoir répondu à tout le monde dans la mesure du possible. Toutes les réponses n'étaient pas parfaites. Certaines, c'était des tentatives de réponse. Mais au moins, ça nous permet de voir un peu clair, de prolonger notre réflexion pour comprendre davantage. Je termine toujours en disant que nous devons prier. Continuer à prier pour notre pays. Un instant. Nous devons continuer à prier pour que notre pays aille, que la main de Dieu, et d'ailleurs elle est sur notre pays, sinon on aurait vécu la catastrophe. Bernard Badimara, il me demande, Papa Anglo-Congo, comment la suite des enquêtes sur la disparition de Gilbert Mondele. D'abord, je vous dis, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête, il y a eu une autopsie. Bon, pour l'instant, même si tu meurs d'une mort naturelle, ça devient suspect. C'est compte tenu à un contexte politique. Je ne voudrais pas dire certaines choses personnelles ici, mais le vieux Ndela est mort. Moi, mon point de vue est qu'il est mort de manière naturelle. Mais la famille connaît un certain nombre de choses. Donc, pour respect pour lui, voilà. Vous savez, il faut faire attention. Il y a eu des gens qui ont dit, ah, Kabila Tchelinga poison. Mais aujourd'hui, on dit, on ne parle plus de ces poisons-là. Et on saura même d'autres histoires. Nous sommes dans Kabila Terre. Vous voyez, après. Mais comme c'est lui, comme on dit, les grands sorciers dans les villages, c'est lui qui sera responsable. Donc, je ne crois pas. Il n'y a pas une enquête à ma connaissance. Donc, croyez-moi, il n'y a pas une enquête. Il y a eu une autopsie qui a conduit à une conclusion normale. Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'adversaire. Il en avait, même dans la cour du chef. Ça, je peux vous confirmer ça. Antoine Félix dit, comment se fait-il que la compagnie de Katumbi, ses chauffeurs sont zambiens? Ben écoutez, il a droit d'embaucher qui il veut. Katumbi a beaucoup vécu en Zambie. Et puis, bon, les tribus qui sont au Congo, là, sont souvent à la frontière entre... Katumbi est un opérateur économique en Zambie aussi. Et pas d'aujourd'hui. À l'époque de Tshuluba, il était opérateur économique là-bas. Je vous ai déjà dit que même la compagnie de Katumbi, qui s'appelait Tchani Fishery, la pêcherie, c'était en Zambie. Le fils de Tshuluba était un des directeurs dans cette compagnie. Et même cette compagnie, ces camions, ces tracts, permettaient de ravitailler UNITA avec des armes. C'est des rapports qui existent, ce n'est pas moi qui invente, les Angolais le savent. Les Angolais se sont même plaints à l'époque, au niveau des Nations Unies contre la Zambie, en citant Tchani Fisheries. Il est acteur politique en Zambie, il a des employés, des gens qui l'emploient, pas seulement des chauffeurs. Il a fait des affaires là-bas. Bon. L'avenue Emmanuel est toujours fermée, la maman Sifa il loge toujours encore. Oui, il y a encore des choses. Je vous ai dit, c'est graduellement. Parce que l'option, c'est d'abord, qu'est-ce qui est prioritaire? Ensuite, aller graduellement. Bon, ça fait mal aux gens, mais pourquoi? Parce qu'on veut préserver la paix. C'est délicat. Il faut éviter des incidents de tel genre que bon, les gens se tirent dessus, dans la mesure du possible, quoi. Allez, toutes les bonnes choses. Je vous aime. Mon ami Barik, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mukalenga anu benesha. Fumunza mikanu sakumuna.
Et on se verra à la prochaine. Continuons à prier pour notre pays. Dans les semaines qui viennent, je pourrais ne pas présenter les directs parce que je ne serai pas dans les conditions de le faire, étant donné que je serai en mouvement. Donc, on se retrouvera certainement. Bye bye. L'unité et l'amour puissent prévaloir entre nous et surtout que ceux qui sont au pouvoir travaillent bien pour le bien du peuple et nous devons prier et veiller. I love you guys. Bye.